Le voyage du président Obama en Afrique, côté pile et côté face. Ton opinion? Ben écoutez, Igor, pour moi, il y a que du négatif. C'est un voyage que je considère comme un scandale indécent et qui prend les masses africaines pour des idiots. La première chose, c'est que les Africains, apparemment, tout le monde n'a pas encore compris qui est vraiment Obama et il n'y a pas d'excuse parce que moi, en 2008, en novembre 2008, quand il a été élu, j'avais déjà fait à l'époque un éditorial où j'expliquais. Barack Obama, c'est un homme qui a été choisi pour rafraîchir l'image du président américain après les années de George Bush II. Il a été choisi parce qu'il était jeune et parce qu'il avait l'apparence d'un noir. C'est un métis et il a plus de sang blanc que de sang africain. Il a été choisi par le lobby militaro-industriel de façon à continuer d'une façon plus présentable le programme impérialiste de l'administration Bush. Je l'ai répété ce dimanche sur les antennes d'Afrique Média, la grande télévision panafricaine, où certains panélistes se laissaient prendre aussi et se disaient flattés de l'intérêt d'Obama pour l'Afrique. Il faut voir qui sont les conseillers d'Obama et on a compris. Conseiller financier, c'est George Soros. George Soros, c'est le spéculateur, c'est le financier des révolutions de couleur et c'est surtout l'homme qui en Afrique, via son réseau de fondations, les Open Society Foundation, a pris en main la structuration de la société civile, mais aussi des médias. Il y a tout un plan américain pour créer ce qu'ils appellent de nouveaux médias africains. George Soros a été chargé de les financer et de les encadrer. Ça va très loin puisque un journal comme Le Monde Afrique, qui sont les pages africaines du Monde à Paris, est financé par une fondation sud-africaine de Soros qu'on appelle Oziwa. La deuxième conseillère, et là, on ne peut pas dire je ne comprends pas, c'est Zbigniew Brzezinski. C'est l'auteur du Grand Échiquier, c'est l'héritier d'Henry Kissinger, donc de la diplomatie américaine agressive des années Nixon, des années Reagan, et Brzezinski, c'est l'auteur du Grand Échiquier. Ça explique que la politique d'Obama, c'est une politique anti-russe, continuelle, malgré les illusions qu'on a parfois à Moscou sur les soi-disant partenaires américains. Troisième conseillère, c'est la nouvelle conseillère pour les relations internationales, c'est Susan Rice. Les Russes la connaissent, c'est elle qui a mené toute l'opération contre, évidemment, à un moment donné, l'Ukraine, contre le Bélarus. C'est elle qui a patronné une partie des révolutions de couleur. Quand on a dit ça, on a compris. On va en venir à l'Afrique. Qu'a fait Obama en Afrique? Il y a un plan américain pour recoloniser l'Afrique. La première pierre de l'édifice, elle a été posée en 2007 par George Bush, c'est la création de l'Africom. L'Africom, qu'est-ce que c'est? C'est un commandement américain, comme il y a un commandement pour l'Eurasie, il y a un commandement pour l'Amérique latine, c'est le commandement de l'armée et de la marine américaine pour faire la guerre en Afrique. Quand l'Africom est créé, il y a une base américaine en Afrique, à Djibouti. En ce début 2015, il y en a 34. Le prétexte, ça a été la soi-disant guerre au terrorisme. C'est le même phénomène qu'en Syrie, qu'en Irak, qu'en Libye, que dans le Sahara. On a importé, les Occidentaux et les Américains, le djihadisme en Afrique, dans au moins une dizaine de pays, qui vont de la Somalie jusqu'aux frontières de l'Algérie, pour les déstabiliser. Le deuxième prétexte, c'est la piraterie dans le golfe de Guinée et dans le golfe d'Aden et au large de la Somalie. Les Américains ne vont pas s'arrêter là, puisque ils ont lancé un programme de prise en main des armées africaines. Au mois de mars, il y a eu à Dakar une convocation de généraux de 43 pays africains par l'Africom, qui on a expliqué le programme militaire américain pour l'Afrique. Il y a un projet de créer une super base navale de l'US Navy sur les petites îles de Sao et Tomé, c'est dans le golfe de Guinée, c'est au large de la Guinée équatoriale et du Cameroun, et d'y implanter une flotte américaine, comme il y a une 5e flotte au Bahreïn ou une 6e flotte en Méditerranée, une flotte permanente. Donc on est dans une recolonisation militaire que Obama a parfaitement accompli. Deuxième action d'Obama contre l'Afrique, c'est le soi-disant printemps arabe dans sa partie africaine.
il faut quand même rappeler quelque chose à tous les Africains. Aujourd'hui, Muammar Kadhafi, c'est une icône pour l'Afrique. Il est en train de devenir ce qu'était Che Guevara pour le reste du monde. Qui a détruit la Jamaïque libyenne, organisé l'agression, qui a fait tuer Kadhafi. Les Africains s'arrêtent à Sarkozy. Mais la France de Sarkozy n'a été que la porteuse de valise des États-Unis. C'est les États-Unis qui contrôlaient toute l'agression contre la Libye. C'est l'assassin véritable de Kadhafi, c'est Obama. Il a importé donc, à cause du prétexte du djihadisme, la déstabilisation dans une zone africaine qui va des frontières de l'Algérie à Djibouti, à la Somalie, comme par hasard là-bas que sont situées la majorité des nouvelles bases américaines, c'est évidemment le but, c'est de déstabiliser les États et de favoriser le retour militaire, diplomatique et politique des Américains et de l'OTAN en Afrique. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, évidemment, que fait Obama, il y a eu l'année passée, c'est le début d'une grande offensive contre l'Afrique. Il y a eu un sommet à Washington, convoqué par Obama. Il a convoqué tous les chefs d'État africains, sauf Mugabe. Ces gens sont allés là-bas, ils sont tombés dans un piège. Le sommet s'appelait USA African Leader. Il s'est déroulé du 5 au 8 août 2014. Tout d'abord, on a présenté à ces gens des organisations de la société civile, des jeunes cadres africains en leur disant voilà vos successeurs. Parallèlement à ce sommet, se tenait à quelques centaines de la Maison Blanche dans les locaux du Congrès américain, à un sommet dit alternatif de la NED. La NED, qu'est-ce que c'est? C'est la National Endowment for Democracy. C'est un organisme de l'État américain financé sur le budget du gouvernement américain et dont le but, c'est de financer les changements de régime depuis les années 80. Ils ont été fondés par Reagan pour combattre l'Union soviétique et puis la Chine. À ce sommet, on a pris en main des centaines et des centaines d'activistes, de syndicalistes, surtout de journalistes. Il y a de l'argent noir qui a été distribué et on a commencé à préparer ce que des journalistes africains ont appelé en comparaison avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient, le printemps africain. Obama y a désigné 14 chefs d'État qui devaient partir. Il y a de tout dedans. Il y a des chefs d'État qui étaient pro-occidentaux mais dont on ne veut plus. Et il y a évidemment les bêtes noires des Occidentaux, Mugabe par exemple, ou le président de Guinée équatoriale qui est le leader du nouveau panafricanisme, Obiang Bambasogo. Immédiatement après ces deux sommets, il y a eu l'éclosion en Afrique de nouveaux médias, de groupes de jeunes formés sur le modèle d'Otpor, les tombeurs de Milosevic par les organisations de Soros. Tout ce que je vous dis là, Igor, ce ne sont pas la théorie du complot ou des supputations. J'ai écrit, moi, une série d'articles depuis presque un an. J'ai donné les preuves. Les preuves, je vais les chercher sur les sites Internet de toutes ces organisations. Je les connais bien. Donc, je démontre qui finance qui dirige quoi. Et on voit qu'il y a une galaxie d'organisations qui sont contrôlées par la NED, d'autres organismes du gouvernement américain comme l'USAID ou la NDI, et par la galaxie de mouvements et de fondations de George Soros. Le but, c'est quoi? C'est de faire partir donc 14 chefs d'État africains. Ça a été lancé en 2014, ce n'est pas hasard, puisque tous ces pays, en 2015-2016, ont des élections présidentielles ou législatives. Par exemple, en 2016, en Guinée équatoriale, qui est une des bêtes noires du State Department, il y a des élections générales, municipales, législatives et présidentielles. À partir de ce moment-là, on a vu des révolutions de couleurs qui ont été lancées dans une série de pays africains, au Gabon, au Tchad, ça n'a pas marché, en République démocratique du Congo, ça n'a pas marché, on a essayé au Cameroun, on est en train de préparer la même chose contre la Guinée équatoriale. Il y a des campagnes de déstabilisation de tous ces États. Il y a évidemment l'exemple du Burundi où ça n'a pas marché et puis on a tenté un coup d'État.
et puis on a recommencé. Ce sont des révolutions de couleur rampante. C'est un incendie allumé par les Américains qui couvre et qu'on rallume pays par pays quand c'est possible. J'étais le premier à parler de ça, mais je ne suis pas le seul. Vous avez par exemple votre collègue Mikhail Egorov-Gamandi qui a fait exactement la même analyse que moi dans les collines du site de Spoutnik, et il dit lui aussi, révolution de couleur évidemment. Ça n'a pas marché parce que les masses africaines ont quand même une conscience politique. Dans certains pays comme le Burundi, on a eu 15 ans de guerre civile, et donc les gens sont moins prêts à marcher. Ce ne sont pas les naïfs ukrainiens ou les naïfs géorgiens ou les naïfs moldaves. Deuxièmement, il y a un patriotisme qui existe, et donc ça n'a pas fonctionné. Il faut maintenant donc relancer la machine à déstabiliser, et c'est la raison du voyage d'Obama. Obama est là, il vient de tenir un discours aujourd'hui où il a dit que le problème de l'Afrique, c'était la démocratie. Démocratie, ça veut dire des régimes non occidentaux ou non pro-occidentaux. Et alors, la deuxième chose, ils ont dit que les chefs d'État devaient partir. Il y a des chefs d'État qui sont effectivement au pouvoir depuis longtemps, mais qui font beaucoup de bien pour leur pays. S'il n'y avait pas le président Obiang-Nema Mbasogo en Guinée équatoriale, ça ne serait pas ce qu'on appelle un pays qui prépare l'émergence 2020 et un modèle économique. Il y a Idriss Déby Itno qui a ramené la paix dans son pays aussi, après des décennies de guerre civile. Il y a d'autres chefs d'État, Kabila par exemple, qui est un homme très jeune, et on a même en Guinée-Conakry, on a un chef d'État comme Alpha Condé, qui est à son premier mandat. Mais les Américains ont décidé de balayer tout ça et de mettre des hommes à la place, et surtout d'amoindrir la puissance de la France en Afrique. La puissance de la France en Afrique, elle s'exerce précisément sur 13 des 14 pays qui ont été désignés. C'est ce qu'on appelait avant la France-Afrique ou le précaré français. Le pire, c'est que la diplomatie et l'armée française s'est mise aux ordres des Américains et appuie ces changements de régime dont le but, mais les Français sont fous, ce sont des régimes qui sont des régimes de trahison de leurs intérêts nationaux, comme dans les sanctions contre la Russie et d'autres choses. Donc les Français sont en train de se tirer une balle dans le pied dans tous ces pays. Le but, c'est d'amener des politiciens pro-américains et d'amener également l'Allemagne de Mme Merkel, qui accompagne les Américains. Il y avait une mission militaire de la Bundeswehr au Mali en 2013. Il y en a 14 aujourd'hui, dans 14 pays. La puissance de la France en Afrique, elle s'exerce précisément sur 13 des 14 pays qui ont été désignés. C'est ce qu'on appelait avant la France-Afrique ou le précaré français. Le pire, c'est que la diplomatie et l'armée française s'est mise aux ordres des Américains et appuie ces changements de régime dont le but, mais les Français sont fous, ce sont des régimes qui sont des régimes de trahison de leurs intérêts nationaux, comme dans les sanctions contre la Russie et d'autres choses. Donc les Français sont en train de se tirer une balle dans le pied dans tous ces pays. Le but, c'est d'amener des politiciens pro-américains et d'amener également l'Allemagne de Mme Merkel, qui accompagne les Américains. Il y avait une mission militaire de la Bundeswehr au Mali en 2013. Il y en a 14 aujourd'hui, dans 14 pays début 2015. Il y a un programme de retour de l'Allemagne en Afrique qui est favorisé par Obama et qui précisément vise les pays, la plupart ex-francophones. Quand on voit tout ça, évidemment, l'attitude des Africains, ce que j'ai appelé l'américanolatrie ou l'obamalatrie, c'est-à-dire l'adoration stupide et sans limite d'Obama, elle n'a pas de sens. Il y a même des parents qui ont nommé des bébés qui sont nés maintenant pendant le voyage d'Obama. Il y a un pauvre bébé qu'on a appelé Air Force Number One, comme le président de l'avion du président. Il y a des Michelle Obama, il y a des Barack, il y a des Obama. C'est la stupidité absolue, puisque cet homme, rappelons-le, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il est le visage qu'a choisi le lobby militaro-industriel américain pour relancer la domination mondiale américaine, pour relancer les plans des néoconservateurs et de George Bush II qui n'avaient pas marché, le Grand Moyen-Orient qui était l'ancien nom du printemps arabe, et la recolonisation de l'Afrique,
qui a été la dernière chose mise au point par l'équipe George Bush, Dick Cheney, avant qu'il ne quitte le pouvoir. Il faut dire une dernière chose, Igor, c'est que la réaction n'est pas la même dans l'Afrique anglophone et dans l'Afrique francophone. Les anglophones n'ont pas la même conscience politique, notamment parce qu'ils n'ont pas subi précisément la France-Afrique. Les abus de la France-Afrique, le retard économique des pays, des ex-colonies françaises a fait que la population a une conscience anti-néocoloniale et anti-occidentale. Dans les pays anglophones, ça n'existe pas. Obama a des États clients en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya précisément, c'est l'Ouganda. Ce sont des États à partir duquel, par exemple, l'Africom organise chaque année des exercices militaires où on prend en main les sous-officiers, les officiers africains. Les chefs d'État africains ne s'en méfient pas, mais les Américains sont en train de former une génération d'officiers pro-américains qui vont faire les putschs de demain. Du côté francophone, par contre, je vois les réactions, par exemple, à la campagne que j'ai lancée dans les réseaux sociaux contre la visite d'Obama. J'ai un taux d'approbation de quasiment 100%. Du côté des francophones, on n'en veut pas, on a compris. On a compris ce qu'était Obama, ce qu'il était en train de faire. Ça, évidemment, ça annonce de mauvais jours pour l'Afrique. Donc, Obama part bientôt de son poste de président, mais peut-être il reste, comment dirais-je, il continue la politique de lobby en faveur de l'Afrique. Il faut dire les choses. Non, il n'y a pas de politique américaine en faveur de l'Afrique. Ce qu'ils appellent la politique en faveur de l'Afrique, c'est une politique qui est ajustée sur le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est la mise sous tutelle, comme on le fait pour la Grèce pour le moment, des pays africains via des prêts. Le président, par exemple, le nouveau président du Nigeria, qui est un officier pro-américain, qui a fait un putsch militaire dans les années 80 avec l'aide de la CIA, il s'appelle Buhari. Buhari est allé rencontrer à Washington Obama pour lutter contre Boko Haram. Il faut dire une première chose, c'est qu'il y a de très forts indices que Boko Haram, comme Daesh ou Al-Qaïda, ou le Front al-Nosra a une aide occulte des États-Unis et de ses alliés occidentaux. Mais avec quoi Buhari est-il revenu? Il est revenu avec un prêt de 2 milliards de dollars qui va surendetter le Nigeria. C'est ça l'aide américaine. L'aide américaine aux armées africaines, elle vise surtout à empêcher une armée panafricaine. Je vais encore vous donner un exemple concret, parce qu'il faut parler de choses concrètes pour comprendre, pas de lancer de vagues accusations. Au sommet de l'Union africaine à Malabo en 2014, en juin 2014, on a décidé la création d'une force d'interposition rapide de l'Union africaine. Eh bien, en août 2014, au sommet US-African Leader, Obama n'a pris qu'une seule décision concrète. C'était très simple. Il a créé une autre force d'interposition rapide, concurrente, sous contrôle de l'Africom, avec ses États clients, le Nigeria, le Kenya et l'Ouganda, et ça a torpillé la force d'interposition africaine. Deuxième exemple pratique, le 9 avril devait se tenir de cette année à Malabo un sommet des pays riverains du golfe de Guinée pour mettre au point une force intégrée africaine sous contrôle africain pour lutter contre Boko Haram. Immédiatement élu, Buhari a dit « je ne viens pas » et on a reporté CIDA, c'est fini. Cette force ne verra jamais le jour. C'est ça la politique américaine. Que ce soit dans le domaine de la finance, de l'armée, il n'y a pas d'aide d'Obama. Maintenant, est-ce que la politique d'Obama va continuer? Oui, parce que les projets qu'Obama a développés, ce ne sont pas des projets propres à son administration. Ce sont, comme je vous l'ai expliqué, des projets qui ont été conçus par le Pentagone, le lobby militaire et industriel, le complexe des services secrets américains et l'administration, le State Department, sous George Bush. Obama les a continués. Quel que soit le président américain, ça va continuer. George Soros a collaboré avec quasiment toutes les administrations américaines, que ce soit en Afrique ou en Eurasie. Le réseau qu'a développé la NED, avec la NDI, l'USAID, etc., sur financement du gouvernement américain, ce n'est pas non plus lié à une administration.
c'est lié à ce que j'appelle, moi, la machine de guerre américaine, la machine de domination mondiale. Donc, ça va continuer. Obama, c'est le masque que l'impérialisme américain a pris pour le moment. Et on sait déjà, par exemple, que les deux candidats les mieux placés, qui sont du côté républicain, Jeb Bush, qui est le petit frère de George Bush II, et un autre fils de George Bush I, eh bien, Jeb Bush, ou Hillary Clinton, dont on connaît le rôle en Afrique, c'est elle qui a pris en main la destruction de la Jamaïque libyenne, par exemple. Hillary Clinton ou Jeb Bush vont évidemment faire la politique d'Obama en Afrique en pire. Donc les Africains, il y a une prise de conscience à faire. Il y a une prise de conscience qui est en route du côté francophone, grâce en grande partie à la grande télévision panafricaine Afrique Média. Afrique Média, c'est une télévision, on ne publie pas de divertissement, c'est de l'information, ce sont des débats où on explique les vrais enjeux, il y a une prise de conscience du côté francophone, il y a 1 milliard de spectateurs le dimanche par exemple, dans la grande émission du dimanche qui s'appelle le débat panafricain, il faut écouter la maturité du public sur tout ça. Il faut évidemment que soit mise en Afrique sur pied rapidement un Afrique Média anglophone. Il y a un retard de ce côté-là et c'est de la prise de conscience des masses africaines qui permettra d'échapper à ça et de soutenir les chefs d'État qui veulent au contraire développer des projets panafricains qui s'inspirent des projets de Mouammar Kadhafi. Obiang Bassogo, qui est le leader du nouveau panafricanisme, il explique comment il se place dans la perspective ouverte par Mouammar Kadhafi, qui est l'homme qui a fait contre tout le reste de l'Afrique l'Union africaine en 1999. Donc Obama, la visite d'Obama, vous savez, c'est comme un bouton de fièvre, ça révèle une maladie, mais ça ne guérit pas la maladie ou ça ne l'aggrave pas. Le mal, il est très profond, c'est la recolonisation de l'Afrique. C'est ton opinion. Ce n'est pas seulement mon opinion, Igor, c'est l'opinion de toute la génération des nouveaux intellectuels africains, c'est l'opinion des africanistes, c'est l'opinion d'une grande partie de tes confrères africanistes sur le groupe Sputnik par exemple, et il faut quand même dire quelque chose, c'est que maintenant il y a dans le monde intellectuel ou dans le monde de la presse, il y a aujourd'hui 2 blocs. Il y a un bloc qui est pour une Afrique libre et indépendante. Moi, je suis en pointe dans cette opération parce que grâce à Afrique Média, je suis devenu extrêmement populaire. Je suis le plus populaire des panélistes. On m'appelle le panafricaniste blanc. Je fais beaucoup de travail sur les réseaux sociaux, sur la télévision. J'ai amené des idées. Notamment la grande idée d'un axe Russie-Afrique, mais derrière moi, il y a énormément de jeunes et de vieux panafricanistes. J'ai dans mes camarades de combat des gens qui étaient avec Nkrumah, le grand leader panafricain en 1960-65. Moi, j'ai combattu 25 ans avec la Jamaïria de Mouammar Kadhafi. J'étais un des dirigeants de ce qu'on appelait les comités révolutionnaires. C'est tout un phénomène qui regroupe plusieurs générations et qui veut l'indépendance de l'Afrique. Et face à nous, évidemment, il y a un bloc de collaborateurs du néocolonialisme, qui soient britanniques, français ou surtout américains. Et quand vous grattez derrière ce bloc, vous trouvez le financement de la NED, de M. Soros, des ambassades américaines. On est dans un continent. La dernière chose qu'il faut dire, c'est que la nouvelle Russie de Poutine, l'alternative que Moscou et Pékin mettent en route, comme on l'a vu au sommet BRIC OCS à Oufa, j'en ai longuement parlé, par exemple, ce dimanche sur Afrique Média. Eh bien, on voit l'émergence de la nouvelle Russie et d'une Eurasie indépendante comme un espoir en Afrique. Et il y a eu je terminerai là-dessus, Igor. Il y a eu un exemple concret. La semaine passée, la Guinée équatoriale a signé un accord de coopération militaire avec l'armée russe, ouvrant les ports de Guinée équatoriale à la flotte russe. Mercredi passé, les premières frégates russes sont entrées, par exemple, dans le port de Malabo. C'est la première fois depuis 23 ans que la flotte russe, à la suite de la flotte soviétique, revenait en Afrique. Ça va changer tout à fait la donne géopolitique dans le golfe de Guinée, qui pour le moment est dominée par la flotte américaine et une partie des flottes britanniques, allemandes et françaises. Il y a même des corvettes belges. Ça va changer la donne. Ça, c'est l'exemple
de ce que fait le nouveau panafricanisme. Le nouveau panafricanisme, c'est l'allié naturel de la Nouvelle-Russie, grande libre et indépendante du